Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à ce Mapping Festival pour cette table ronde. Table ronde donc intitulée « Plateforme d'information, journalisme et post-vérité ». Aujourd'hui donc nous avons un public avec nous en live. Nous avons aussi un public avec nous en streaming. Le but de cette table ronde, c'est vraiment d'être ouverte et ouvert à toutes les questions, aux suggestions, aux réactions. Donc n'hésitez pas, après un premier tour de table où on va poser la situation de chacune et chacun autour de cette table, n'hésitez pas à prendre part, à faire signe, à poser vos questions, que vous soyez en train de nous suivre en streaming ou ici dans cette salle. Nous allons donc faire cette table ronde en français et en anglais, avec la traduction. Merci beaucoup au Festival Mapping pour son invitation, pour ce panel. La situation. Nous sommes en 2023. La planète est encore marquée par la pandémie du Covid qui a bouleversé nos rapports aux nouvelles et aux études scientifiques. Et nous devons nous poser la question ici de ce qu'est l'information finalement. L'information dans un monde comme le nôtre. Alors, Timisoara et ses charniers inventés, les armes de destruction massive en Irak. La question de la vérité et des fake news est au moins aussi ancienne que le journalisme lui-même. Qui maîtrise l'information détient un immense pouvoir, quel que soit le degré démocratique dans lequel nos sociétés sont engagées. Reste que les débats autour de la post-vérité, du traitement de l'information et de la divulgation de données sensibles s'avèrent d'actualité brûlante depuis une quinzaine d'années en particulier. Il y a eu un tournant lorsqu'en 2010, le site Wikileaks divulgue une vidéo d'un raid aérien à Bagdad. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007, un hélicoptère de l'armée états-unienne ouvre le feu sur des hommes prétendument armés, qui s'avèrent être notamment des caméramans de Reuters. On se souvient du mot des personnes qui pilotaient l'hélicoptère, qui disent « Let's shoot ». 18 morts, dont 2 reporters et 2 enfants. Toutes ces informations autour de cette affaire ont été classifiées par l'armée. C'est leur divulgation, grâce notamment à Wikileaks, qui aboutira ensuite à l'affaire de Chelsea Manning. Ça a été un tournant parce qu'on a réalisé tout de même que la divulgation d'une vidéo pouvait être d'intérêt public tout en étant formellement interdite par un État. Saut dans le temps. 2017, une conférence de presse à la Maison-Blanche à Washington accuse tous les médias d'avoir menti sur la participation de la foule à l'investiture du président Donald Trump et accuse les revêtements au sol d'avoir brouillé les chiffres. Il faudra ressortir les images de l'investiture, les photographies et confronter l'administration de Donald Trump à ces mensonges manifestes pour s'entendre dire qu'il s'agissait de faits alternatifs. Dans la même veine, un peu plus proche de chez nous et dans le temps, c'est le 8 mai dernier, le gouvernement français qui a accusé les journalistes, notamment de Libération, de diffuser des images mensongères, celles d'un écran géant avec le président Emmanuel Macron projeté en immense devant une place totalement vide. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Qu'est-ce qu'une image mensongère dans un monde où on peut générer des images par intelligence artificielle, en fait? Nous parlerons de ceci et d'un corollaire de ces choses aujourd'hui avec notre panel que je remercie. Nous avons avec nous aujourd'hui Olivier Tesquet. Dites-moi si je me trompe, hein, intervenez, car c'est une table ronde, c'est participatif. Olivier Tesquet, journaliste d'investigation et auteur, notamment de livres sur Wikileaks et Julian Assange, en charge des questions numériques et des libertés publiques, avec une petite spécialisation pour la surveillance et l'interaction entre la surveillance et les technologies numériques. Avec nous aussi, Antoine André, fondateur de Swissbox, qui développe des réflexions sur la citoyenneté dans un monde en mutation et la transformation sociale, notamment à travers des séminaires et discussions dites sans filtre. Avec nous également, Mathias Coinchon, ingénieur en système de communication qui travaille dans le service public, qui a travaillé pour diverses chaînes, notamment la BBC, qui réfléchit à la démocratisation des techniques numériques pour la diffusion de l'information. Et enfin, à ma gauche, nous avons donc Joseph Farrell, porte-parole de Wikileaks,
kind of, voilà, en quelque sorte. Journaliste qui a travaillé pour le Center for Investigative Journalism, le Bureau of Investigative Journalism et Wikileaks. Donc Joseph Farrell travaille sur les questions aussi de droit d'auteur et est analyste des questions démocratiques et d'information. Et enfin, Juan Passarelli, proche de Julian Assange, cinéaste, enquêteur sur des sujets transnationaux, qui a par exemple contribué au fameux film Citizenfour et qui vise à soutenir la sécurité de l'information en formant tant les journalistes que des membres de la société civile. Ça vous parle, ça vous va? Très bien. Nous allons commencer avec Olivier, qui va pouvoir peut-être poser, après cette brève introduction, son regard en fait sur la question d'être journaliste à l'heure de la post-vérité, des fake news, qu'est-ce que cela représente et peut-être le tournant qu'on a connu ces dernières années, si cela vous parle. Bonjour, alors merci d'être là, merci pour l'invitation. Moi je parle d'un espace-temps, on va dire, un peu particulier, parce que déjà je travaille dans un média qui est considéré comme un média mainstream, donc qui pour beaucoup de gens aujourd'hui sont considérés comme des médias un peu... alors ennemi est un grand mot, mais qu'on regarde avec une certaine défiance, parce que je travaille pour un magazine français qui s'appelle Télérama, qui fait partie du groupe Le Monde, avec ce que ça amène évidemment de questionnements et de questionnements légitimes, notamment sur la structure capitalistique des journaux dans lesquels on travaille et comment on fait un travail de journalisme, et a fortiori un travail de journalisme d'investigation quand on travaille dans ces conditions-là. Ça c'est pour une partie de l'équation, et pour ce qui est du reste de l'espace-temps, c'est moi je fais ce métier depuis une petite quinzaine d'années maintenant, et j'ai commencé vraiment à travailler sur les questions technologiques, sur l'interaction entre les questions technologiques et les questions de société, et sur les questions de surveillance, qui sont effectivement l'un de mes grands dadas, on va dire, au moment de l'année 2010 à peu près. Et 2010, alors vous l'avez mentionné dans l'introduction, 2010, il y avait par exemple cette vidéo Collateral Murder, dont on se souvient bien. À l'époque, je travaillais pour un média qui s'appelait OVNI et qui était partenaire technique de Wikileaks, notamment. On avait voilà, mis en place toute l'architecture pour naviguer dans la base de données, pouvoir identifier des informations, ce qui maintenant est devenu un exercice très classique en journalisme. À chaque fois qu'on a une grosse fuite de données, un gros leak qui est complètement entré dans le langage commun, on fait appel à ce type de technique. Et c'est l'époque où on était pris dans cette injonction très contradictoire. On avait à la fois l'impression d'un côté que les grandes plateformes allaient être le moteur du changement démocratique. On avait les printemps arabes, on se disait les réseaux sociaux c'est formidable, regardez ça permet de faire la révolution presque. Bon, le diagnostic a été quand même pas mal pondéré par la suite, mais on voyait aussi, et à travers cet exemple de Wikileaks qui était tout à fait frappant, on voyait que la technologie était aussi le moyen par lequel on pouvait constater l'asymétrie totale du pouvoir. C'est-à-dire que Wikileaks s'est quand même retrouvé très vite, et je suis sûr que Joseph et Juan ont beaucoup de choses à dire là-dessus, s'est quand même retrouvé très vite, très seul, très en danger, face à des structures de pouvoir infiniment plus puissantes. Et donc le rôle du journalisme là-dedans, le rôle du journalisme d'investigation, et le rôle du journalisme d'investigation quand il vient s'adosser aussi à la production citoyenne, à la vigilance citoyenne, c'est d'essayer de rétablir ce rapport de force et de rétablir cette asymétrie de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, on mentionnait un peu furtivement, et on aura l'occasion d'y revenir, tout un tas de questions liées au pouvoir de la technologie, et qui détient ce pouvoir technologique. Et aujourd'hui, effectivement, si on parle des grandes plateformes, les grandes plateformes, c'est l'archétype de justement cette asymétrie de pouvoir. Moi, j'utilise tout le temps l'image du miroir sans teint, c'est-à-dire qu'elles savent infiniment plus de choses sur nous qu'on ne sait de choses sur elles. C'est pour ça que dans ma pratique du métier, dans les sujets que j'ai choisi de traiter, l'enjeu est toujours d'aller mettre la lumière et cartographier des endroits où on n'a pas envie qu'on aille, pour essayer justement de regarder ce qu'il y a derrière le miroir sans teint, ce qu'il y a derrière ces grands organes de concentration du savoir, on va dire, qui est aussi ce sont aussi du coup des organes de concentration du pouvoir. Bon, c'est pas très original ce que je dis, hein, c'est une vision très foucaldienne où le savoir c'est le pouvoir. Et donc l'idée, c'est
de mutualiser un peu, et je pense que ce sera aussi l'objet de la discussion, mutualiser nos expériences et les endroits dont on parle, et on parle d'endroits peut-être un peu différents qui sont très complémentaires, avec des approches qui ne sont pas les mêmes, et voir comment on met ces forces en commun pour essayer de ne pas sortir de là complètement déprimé et assommé par une réalité qui n'est pas toujours très riante. Merci beaucoup. Et je pense qu'effectivement, le but de cette table ronde, ça va être de réarmer en quelque sorte les personnes qui assistent face à un sentiment parfois d'être dépossédés finalement de nos propres moyens, de notre esprit critique et de nos moyens de nous faire une information par nos propres moyens. Donc voilà, bienvenue à cette réflexion-là. J'enchaîne avec Antoine André. Peut-être autour des questions de ce dialogue à ouvrir en fait entre populations, comment instaurer plus de démocratie dans un univers en constante mutation. Voilà, on vous écoute. Merci de me donner la parole ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. C'est aussi quelque chose peut-être qui est rare. Moi j'ai l'habitude d'être derrière une caméra et les audiences sont peut-être plus grandes, mais c'est moins impressionnant parce qu'on ne les voit pas. Donc merci à vous, puis merci aussi à l'organisation. J'imagine que c'est beaucoup de travail et puis de la gratitude d'inviter un petit média, en fait même un micro-média, puisque vraiment j'ai simplement une page internet et puis une chaîne à peu près sur tous les réseaux sociaux, mais ça reste évidemment très modeste, de très petite portée. Je me demandais comment j'allais ouvrir ma contribution à cette table ronde et j'en parlais à mon épouse hier soir et puis je disais je vais commencer comme ça. Je considère pas que je suis un journaliste. Puis elle a dit si tu dis ça, moi je sortirai de la salle. Et bien il s'avère qu'elle est restée coincée à un mariage cet après-midi, donc en fait elle ne peut même pas sortir de la salle parce qu'elle n'y est pas rentrée. Blague à part, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant là derrière, c'est qu'il y a un peu une confusion sur ce que journaliste à notre époque tendrait ou voudrait dire. Et est-ce que je suis un journaliste ? Eh bien moi je ne pense pas, très honnêtement je dis je ne suis pas un journaliste. Je suis simplement un citoyen curieux qui a priori n'a pas vraiment trouvé dans les médias mainstream principalement, suffisamment d'éléments nuancés pour pouvoir me faire ma propre idée du monde et de le comprendre. Donc je dois passer par d'autres médias. Mais je dois aussi avouer que j'ai créé le média et la chaîne The Swiss Box Conversation pour simplement rentrer en contact avec des gens avec lesquels je ne pourrais pas normalement. Donc la caméra, c'est une sorte de prétexte pour finalement avoir de première main, en tant que citoyen, des informations auprès de gens qui, sinon, je me verrais mal téléphoner pour dire « je m'intéresse à vous, est-ce que vous avez 2 heures pour venir boire un café ?» Donc je l'avoue très honnêtement. Et puis après, il s'avère que l'utile à l'agréable, ça intéresse d'autres personnes. Et puis du coup, c'est vrai que ça fait un peu l'effet boule de neige. Et puis je suis de plus en plus impressionné du nombre de gens qui regardent ces conversations. Donc je le disais, journaliste, c'est quoi ? Alors si on recherche un petit peu dans les définitions officielles, Wikipédia et autres, on trouve des définitions un petit peu toujours différentes, mais c'est l'idée de récolter ou de trouver, d'aller chercher des informations et de les retransmettre d'une façon ou d'une autre à un public plus large. Alors moi, je fais un peu ça, oui et non, parce que, si vous voulez bien, j'invite des gens, ils parlent et sans filtre, c'est diffusé en direct sur Internet. Et puis, comme c'est des longs formats, mon postulat, c'est que si une personne prend le temps réellement d'écouter longtemps quelqu'un, eh bien, il ou elle va pouvoir, par elle-même, décider de ce qui est à prendre et de ce qui est à laisser. Parce que j'ai vraiment l'impression que sur une temporalité plus longue, on peut beaucoup plus facilement voir si une personne elle est hésitante, si une personne elle est à l'aise sur certains sujets, voir peut-être des incohérences sur la temporalité. Et je pense que ça peut prendre à défaut le média mainstream ou traditionnel qui, lui, a une contrainte de temps perpétuel, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, il faut dire beaucoup de choses. Ça sous-entend aussi qu'il y a un angle qui est pré-préparé. Alors que là, on va, dans le média que je propose, beaucoup dans la spontanéité. Et moi, ce que je recherche pour un petit peu contrer, je dirais, tout l'aspect négatif qu'on peut trouver dans les médias mainstream, c'est l'authenticité.
L'authenticité, pour moi, c'est vraiment de nous montrer tel qu'on est, surtout pas parfait, très imparfait. Et je pense que la dynamique générale, encore une fois, des médias en contrepartie, c'est un peu de l'arrogance ou de se positionner en sachant avec des auditeurs ignorants. Et je pense que c'est vraiment un faux postulat de partir comme ça. Chaque être humain est doté d'une capacité critique. Si on part du point de vue que les gens en fait sont intelligents et qui sont dignes de séparer le juste du faux, ça c'est très binaire, mais de faire une analyse par eux-mêmes, eh bien, à mon avis, on peut arriver à des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, aussi dans la transparence de ce qui est dit ou de ce qui n'est pas dit. Donc ça, c'était un point particulier. Alors après, c'est vraiment mettre le doigt sur la confiance, parce que pour moi, cette problématique face aux médias, c'est que de moins en moins, on leur fait de moins en moins confiance. Mais pourquoi ? Alors il y a une multitude de raisons à ça, je ne vais pas m'étendre là, on en parlera certainement tout à l'heure. Mais alors la question pour moi, c'est comment faire en sorte que l'auditeur ou l'auditrice ait confiance ? Ben simplement en avouant, et c'est pour ça que je ne me dis pas journaliste, je me dis citoyen curieux, ignorant. Et je pars de cet état-là. Et j'invite des gens qui ont des choses à dire, ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'ils disent, mais je ramène le niveau le discours de l'expert à un niveau, je dirais, voilà, de tout un chacun. Et c'est chouette parce qu'on passe un bon moment. Je peux aussi parler non seulement du sujet que la personne amène, mais aussi de qu'est-ce qui fait que la personne, elle dit ça ou elle s'intéresse à ça, comment elle se sent quand elle vit ceci ou qu'elle vit cela. Donc j'ai un peu une approche beaucoup plus holistique du messager, et du coup j'ai l'impression que ça amène une information qui est plus complète, plus intéressante pour tout le monde. Voilà. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais en gros, le message que j'essaie de passer, c'est que si on fait du journalisme avec une approche d'humilité, de respect vers celui à qui on prétend servir, ce qui n'est pas forcément mon cas, puisque j'invite les gens pour me faire plaisir, eh bien, je pense qu'avec cette démarche-là, peut-être qu'on pourra susciter plus de confiance. Et en tout cas, ce n'est pas le chemin qu'ont l'air de prendre les médias. Et là encore, il y a quelques jours, ID News s'est fait avaler par le temps. Preuve, on est encore une fois que ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas comme ils le voudraient. Et à mon avis, leur posture un peu supérieure y a joué un rôle. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi pour ces apports sur la concentration des médias, parce que je pense qu'on est dans un monde où il y a la question de la confiance dans les médias et de l'univers satellitaire, si on veut, des médias et de la branche, de ce qui est mainstream ou pas. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que la récente nouvelle de l'absorption d'ID News par le temps vient bouleverser un peu les cartes, en tout cas pour la Suisse romande. Mathias Coinchon avec nous pour évoquer les questions autour aussi de ces technologies qui peuvent faire peur, qui changent nos paradigmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les aborde ? Oui. Alors déjà, je suis, je pense, le seul non-journaliste autour de cette table, même si vous dites non-journaliste. Voilà, je suis ingénieur. Je tiens aussi à préciser que je ne représente pas mon employeur ici, donc je suis à titre privé. Vraiment, j'ai les deux phases d'avoir travaillé longtemps dans le service public et autour des technologies pour le service public, mais aussi d'être en geek et de suivre en fait tous les débats, passionné de radio. Donc si on reprend à la base, en fait, c'est intéressant parce que la question des technologies et des plateformes. Alors si on vient d'où quelque part je suis issu, la radio, la télévision, ces canaux médiatiques mainstream tels qu'on les connaissait, on avait un monde assez, entre guillemets, simple. Mais en fait, c'était assez intéressant parce que c'était assez clair. Voilà, les radios internationales, je me rappelle l'époque, on pouvait écouter Radio Bagdad avec leur vision, on pouvait écouter la voix de la BBC, on pouvait écouter la voix de Voice of America, on pouvait Voice of Russia qui a arrêté d'émettre. Enfin, chaque pays, on savait, voilà, on écoutait, il y avait de la propagande et on savait qu'il y avait différents points de vue. Donc ça, c'était intéressant. Après, voilà, il y a eu la révolution Internet. Au début, c'était... alors, ça aussi, c'est aussi intéressant. Rappelez-vous, 95, à quelque part, tout ce qu'on a pu prêter à Internet, ça allait être la catastrophe, ça allait être génial, ça allait...
Mais c'était cette nouveauté de pouvoir se dire, OK, on va pouvoir communiquer, tout le monde va pouvoir communiquer avec tout le monde, c'est génial. Le cyberespace, la liberté totale. Donc ça, on l'a connu au début. C'était une période assez intéressante, je pense. Alors, c'est clair que ça change aussi le paradigme. On passe de la radio où l'écoute était anonyme, où tout à coup, on passe à un système de communication personnelle, point à point. Donc, ça veut dire tout ce qu'on consomme, on laisse des données. Tout ce qui est envoyé peut aussi être... Enfin voilà, tout est enregistré, on ne peut plus avoir d'écoute anonyme. Donc ça, c'était déjà le premier changement. Et ensuite, il y a eu la révolution des plateformes sociales qui a tout à coup amené n'importe quelle discussion du commerce à tout le monde. Voilà, donc ça c'était déjà un élément intéressant de voir ça. Et quelque part, ces plateformes, on est passé de ces plateformes broadcast qu'on connaissait avant, radio-tv, qui était l'apanage des gouvernements, à tout à coup ces plateformes Internet, plus l'apanage, j'ai envie de dire, du capital risque avec les GAFAM, c'est-à-dire avec un coût d'énormément d'investissement, ont pu créer avec des centaines d'ingénieurs ces plateformes hyper performantes. Et aussi, ce qu'on a vu, l'effet the winner takes all, ça veut dire que voilà, YouTube, Facebook, c'est vraiment des plateformes dominantes, dont le but est de faire de l'argent. Alors après, c'est maximiser le temps de cerveau et justement, mettre les plateformes, les discussions tout à coup dans une bulle pour pouvoir attirer encore plus de monde et sans trop se poser la question de l'effet. Alors on l'a vu, disons, avec tout ce débat qu'il y avait eu à l'époque avec Facebook. Maintenant, ces choses-là, donc ça maintenant on vit avec, donc ça c'est clair, on ne peut plus vraiment l'éviter, ce serait en fait revenir en arrière, c'est pas vraiment possible. Je dirais, maintenant on rajoute encore une complexité, c'est l'intelligence artificielle. Alors là c'est un peu tout le monde panique avec ça. J'ai envie de dire comme dans Hitchhiker's Guide to the Galaxy, don't panic. Il faudrait déjà un peu se renseigner comment ça fonctionne et puis aussi de se dire mais sur quels algorithmes ça fonctionne et qui possède les données. Parce qu'en fait, ça devient aussi ça, l'importance, c'est finalement la démocratisation de ces plateformes. Parce que, voilà, OpenAI qui a fait ChatGPT, il a open que le nom. C'est un consortium d'entreprises qui possède ça. Il faut avoir d'énormes moyens pour capturer toutes ces données, pour les mettre en forme. Et puis ensuite, les algorithmes de machine learning peuvent être un peu orientés d'une direction ou d'une autre. Donc on rajoute cette complexité-là. Donc je pense, pour les journalistes actuellement, c'est juste que on a peut-être la même situation qu'avant où il fallait peser le pour et contre, voir les différentes sources. Maintenant, c'est juste que c'est beaucoup plus rapide avec énormément de sources et énormément d'informations. Et cette propagande des gouvernements, elle n'est plus sur des radios bien identifiées, elle est un peu partout. Elle peut être sous forme de tweets, sous forme de posts. Et ça peut se trouver dans tous les cas. Donc je pense que là c'est devenu très cryptique pour les journalistes de se dire mais qui a posté ça? Qui a l'intérêt de ça? Pourquoi, qui a vraiment posté ça? Est-ce qu'on peut le corroborer avec d'autres données? Et donc d'avoir ces données, alors tu as parlé avant de open source intelligence, je crois, ça c'est intéressant typiquement de pouvoir se dire, voilà, il y a des données qu'on peut recouper ici, des informations qu'on peut recouper, mais il faut toujours vérifier d'où ça vient. Et ça, je pense, c'est vraiment avec la technologie qui évolue, moi c'est ma vision d'ingénieur, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais si je devais laisser un message, je pense aussi, c'est pas technologique, c'est finalement ce qui a été dit avant, l'esprit critique. Aussi d'éduquer vraiment la philosophie, ou disons d'éduquer les jeunes aux médias, l'éducation aux médias pour dire mais comment ça fonctionne et comment avoir un esprit critique là au milieu. Je pense que ça c'est vraiment peut-être un des messages que j'aurais. Voilà. Merci beaucoup. On a donc parlé de l'information du point de vue des journalistes, de cette mise en discussion avec la population. On arrive à aux plateformes, notamment Wikileaks, et plus généralement si on souhaite élargir la question. Mais on vient de parler de notions de transparence, de qu'est-ce qu'on met à disposition de qui. Parlons de Wikileaks, cette transparence totale qui fait peur, en fait, aux journalistes. Comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comment est-ce comment transformer en fait notre façon d'aborder l'information pour ne plus la craindre, mais pour pouvoir l'utiliser intelligemment en tant que société démocratique?
I don't think it's the people that fear the journalism. I mean, the information. I think it's far more the governments who wield and who to date have been in possession of that information, which is essentially information that belongs to their people. I just wanted to comment on what we've heard so far. It's quite interesting because we have somebody who says, Antoine, who says, you know, I'm not a journalist, I'm just a curious citizen, who enjoys doing their job, which in my view is what a journalist should be. We have an engineer, and WikiLeaks is kind of born out of that. Julian was somebody who is a concerned and curious citizen and was able to combine his engineering skills to create a platform that used both of them. And also at the same time, to repeat what Antoine said, he came with the view of non-arrogance, going, all the information we put out is factual, we editorialize it, but we're not so arrogant as to not let you view it itself. So you read our article, if you don't believe it, here's all the source documentation. And equally treating the readers or the audience as intelligent people who are capable of digesting it for themselves, going through it, disagreeing. But if they're disagreeing, at least they've got the reason why they're disagreeing. I also just want to talk a bit about the post-truth and fake news and AI. The term post-truth I find laughable because it suggests that there was once a time where we had truth and now we're beyond that. But personally, this is my view, I think fake news is a wonderful thing. I think it's really interesting because I remember I was talking to John Pilger and he said he had a friend in the 60s who was from Hungary, and he said, you know, the difference between you people in Western Europe and us is that when you read the news, you believe it. And I think this fake news it's become so widespread, and AI can create that as well. You know, you can have an image which, like there was an image that came out of Julian in prison, which was a complete AI image. But because it's so widespread, everybody now is questioning everything that they're looking at, which is what's needed. Because, you know, journalists are there to keep governments to account, but the people should be there to keep the journalists to account. Yeah. Merci, et merci de replacer aussi la question du doute dans nos sociétés, parce que c'est quelque chose qui finalement est démocratiquement assez intéressant du moment qu'on a les moyens de traiter ce doute par la suite. Donc je pense que c'est peut-être là autour qu'il y aura un axe à développer, comment on traite du doute. Je donne encore du coup la parole à Juan Passarelli pour exprimer les conséquences que peuvent avoir ces vérités et la révélation de ces vérités en tant que citoyen. On sait que le whistleblowing, c'est un exercice extrêmement périlleux. On connaît des personnes qui ont lancé des alertes sur différents sujets. Je pense ici en Suisse notamment à Yasmine Motarjemi, qui a été très importante dans la lutte contre Nestlé, contre les dérives de notre grande transnationale dont nous sommes spécialistes en Suisse. Et on voit à quel point c'est difficile d'être dans cette position de la personne qui révèle quelque chose et qu'il y a des conséquences à ça. Et je pense que c'est le fond du propos de Juan aujourd'hui sur aussi ces asymétries du pouvoir, si je ne m'abuse. Hi, I was asked backstage to convey a message of hope to the people that we talk to, and this is not the first time. People like to have a happy ending. Unfortunately, my job is to be the bearer of bad news. That's what news reporting is. I started filming Julian Assange and the WikiLeaks team back in 2010, and I've documented Julian's case as a reporter, as a journalist,
for 13 years now. What happened in 2010 with the revelations of collateral murder, the helicopter video where you see 13 civilians slaughtered by 13mm bullets, and then the Iraq and Afghan logs where you find death squads and children being tortured with drills, and the US handing over prisoners to the Iraqi police who are torturing them. And then we have Cablegate, where you see the entire global apparatus of the United States foreign policy, which includes every country in the world, and an agenda of military dominance and imperialism. The leaks were historical, and they outraged the powerful. They revealed war crimes. They revealed how the CIA managed to manipulate the judicial, the internal judicial system of Germany and Italy, so that they wouldn't prosecute the CIA agents that tortured Khalid al-Masri and kidnapped him from Macedonia, and realized 20 days later that they had the wrong man, that they had kidnapped somebody that wasn't the person that they were even targeting, and the cleric who was kidnapped from Milano. Justice was not served in these independent countries because of military dominance of another. When these leaks came about, the United States made an effort diplomatically, legally, starting in 2010, to silence Julian. And Julian's been the first one of many right now. I mean, starting with the underlying notion that we believe in democracy. We criticize authoritarian governments for banning the BBC in China and jailing journalists in Turkey, etc. We seem to behave in the exact same way. Julian has been persecuted for 13 years. He has been spied upon by the CIA. His lawyer meetings were surveilled with hidden microphones and laser microphones that were pointed at the windows of the embassy. There was plans to assassinate him, and not only assassinate Julian, but anybody that the CIA thought had the documents that WikiLeaks was revealing from the files of the CIA at the time. That could have involved Joseph here, or even me, who was also in the embassy often. Now he's in prison. He's been in prison for 4 years. He's been silenced. And he's not the only one. He's not the only one. We are seeing people silenced and have their bank accounts removed in Europe for saying stuff that displeases executive powers in Germany. And we have to really understand that freedom of information in our society is what keeps us being able to communicate what the governments that we elect do in our name. And if we censor that, if we censor RT for broadcasting their propaganda, and also
very good journalism on foreign policy of the United States, for example, we become the exact same thing that China is and that we're criticizing for. We become authoritarian, and we're fighting. We are fighting against fascists that we think might come in. I think that fascists are already here and are the people that are controlling the military-industrial complex, the intelligence agencies, and politicians acting politicians in Europe who are fighting eternal wars with the United States. We can talk about privacy, we can talk about journalism, but we should definitely have in mind that we need to be able to speak in order to be able to carry out these and be the watchdog of these governments. And I'm afraid we're losing that. So if Julian goes down, we all go down. We all go down. The precedent set there for receiving classified documents and being considered a spy because you're showing it to the public, that's the end of democracy. That's what I have to say. Merci beaucoup et pour ce rappel essentiel sur la démocratie et sur notamment la séparation des pouvoirs. Au fond, c'est vraiment, il est question là d'avoir des contre-pouvoirs au système judiciaire, au système policier, au système politique. Et les journalistes ont un rôle à jouer, mais aussi les citoyens, les voix citoyennes ont un rôle à jouer. Peut-être que du coup, avant de me tourner vers le public, mais j'aurais une question là-dessus, sur laquelle il y a une forme d'ambivalence dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on va dire. C'est qu'à la fois, l'information, il y a une forme de contrôle sur l'information à laquelle nous sommes, vous, nous, au contact tous les jours. Tous les jours, au quotidien, nous voyons des informations qui sont le fruit de ces formes de contrôle par des gouvernements qui maîtrisent leur communication. Tout ça vient dans des médias qui sont très bien implantés. On parle de médias mainstream pour ce que ça veut dire. On n'aura peut-être pas le temps de faire toutes les définitions aujourd'hui. Mais sans les médias mainstream, comment faire sortir ces informations? Finalement, si on sait qui est Julian Assange aujourd'hui, c'est quand même aussi grâce à un réseau de journalistes qui, du coup, ont les pieds un peu dans ces deux univers. Dans un univers où l'information vient de canaux très maîtrisés et qui ont pour but de sortir de ces canaux et de faire sortir l'information. Et à ce titre-là, peut-être que, Olivier, cette sorte d'ambivalence ou de rôle, de mission en tant que journaliste, de révéler des choses qui n'ont pas vocation à l'être dans des médias, c'est à la fois notre fonction première en tant que journaliste, mais est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Et ma question subsidiaire, peut-être pour Antoine, c'est comment cette interaction entre micro-médias et médias mainstream peut avancer? J'ai l'impression qu'on s'appuie dans le monde médiatique les uns sur les autres. Et peut-être pour réagir à ça, je serais contente d'avoir un retour du côté des voix proches de Julian Assange pour exprimer justement cette interaction entre... On sent bien que dans les médias mainstream passent des choses qui vont contre nos intérêts, mais on a aussi besoin de ces médias pour faire sortir de l'information. Et comment on gère un peu ce double langage finalement? Alors, effectivement, reste à savoir ce qu'on met derrière médias mainstream et ce qu'on met derrière les gens qui travaillent aussi dans ces médias, parce qu'il y a à boire et à manger. Et je voudrais pas qu'on pense que les journalistes, pour ce que ça veut dire et pour ce qu'on se considère journaliste ou pas finalement, c'est-à-dire que moi je me retrouve assez dans la définition du journaliste qui, avant d'être un journaliste professionnel, et je pense d'ailleurs que tous les journalistes professionnels gagneraient à suivre d'autres formations avant de devenir journaliste que d'être... Parce qu'on est formé, c'est quand même une des rares professions où on est formé à des outils plus qu'à un savoir, et donc forcément ça nous place parfois dans des situations de surplomb assez artificielles. Mais on n'est pas des acteurs étrangers à la société. On n'est pas
Alors je sais que souvent, les journalistes peuvent être perçus comme étant inféodés au pouvoir, étant trop proches du pouvoir, etc. Je rejoins aussi ce que disait Joseph ou ce que disait Juan sur le fait qu'aujourd'hui, au-delà des étiquettes, quand on voit la menace qui pèse contre un Julian Assange, 175 ans de prison pour avoir révélé des documents classifiés, quid demain d'un journaliste sur lequel il n'y aura peut-être pas de débat byzantin pour savoir est-ce qu'il est journaliste, pas journaliste, est-ce qu'il a une carte de presse, est-ce qu'il n'a pas de carte de presse, est-ce qu'on risquera les mêmes choses. Donc on voit bien qu'on est tous un peu dans le même bateau. Évidemment qu'il y a une forme d'ambivalence aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que je travaillais dans un média qui n'est pas complètement indépendant de certains cercles de pouvoir, je ne peux pas le dire autrement. Le groupe Le Monde est en partie détenu par de grandes fortunes. Xavier Niel est un actionnaire du Monde et je conçois tout à fait que ça pose problème. À choisir, je préférerais qu'on soit indépendant, je préférerais qu'on vive de nos abonnés et seulement de nos abonnés. Il n'y a pas que des Mediapart sur Terre, bon, hélas. Après, l'objectif étant de réussir dans ces conditions-là à faire le travail du mieux qu'on peut, sachant que, moi, de mon point de vue, ce qui nous différencie peut-être encore aujourd'hui, c'est un peu un drame d'ailleurs, ce qui nous différencie les pays occidentaux, un certain nombre de pays occidentaux d'un pays comme la Chine par exemple, c'est que dans les pays occidentaux, on a généralisé ces dernières années, alors c'est plus une considération sur l'état de la démocratie qu'une considération sur l'état du journalisme, ce que je vais faire, on a banalisé des régimes d'exception. Les régimes d'exception n'existent pas dans les régimes autoritaires ou les régimes totalitaires, parce qu'ils sont fondés sur l'exception et la norme. Le problème, c'est qu'on a banalisé chez nous des régimes d'exception. Alors, on peut penser évidemment aux États-Unis et un certain nombre de pays du monde occidental après le 11 septembre 2001. On peut penser en France depuis 2015, où dans un anonymat quasi total, on a quand même décrété l'état d'urgence, qu'on a prorogé 6 fois, coulé dans le marbre du droit commun. Et aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, à interdire les concerts de casseroles contre Emmanuel Macron au nom de lois antiterroristes, qui ont été coulées dans le marbre du droit commun après les attentats de 2015. Et donc on voit cette espèce de pente extrêmement glissante sur laquelle on est engagé, et c'est là, à mon sens, que les médias, qu'ils soient mainstream, indépendants, petits ou grands, etc., et les citoyens, on doit tous travailler un peu main dans la main pour essayer de ne pas lâcher complètement la rampe. Alors avec de maigres moyens, j'ai bien conscience en disant ça que, encore une fois, l'asymétrie du pouvoir, elle est réelle, et que si je garde l'exemple des concerts de casseroles interdits sur la foi des textes antiterroristes, quand vous avez des avocats qui décident d'aller déposer un référé liberté pour essayer de faire lever la mesure qui a été prise par un préfet et que la décision est prise après l'événement, et donc l'événement a de fait été interdit, ça ne sert pas à grand chose. On voit bien, là aussi, il y a cette asymétrie, encore une fois. Mais je pense qu'aujourd'hui, le péril majeur et toutes les questions qui viennent s'agglomérer autour de ces questions-là se situent à cet endroit. Peut-être la parole à Antoine. Je ne sais pas si... Oui, c'est parfait. Je suis un peu plus radical en ce sens. Moi, je pense que l'institution médiatique telle qu'elle existe aujourd'hui, en fait, doit mourir. Et va mourir parce qu'en fait, on pense que c'est des journalistes, mais en fait, c'est de l'anti-journalisme, selon moi, qui est fait. Puisqu'on en revient à tout à l'heure, je parlais de cette définition qui est un peu vague ou floue, finalement, le citoyen doit décider par lui-même ce qu'il voudrait que soit un journaliste ou quelqu'un qui fait du journalisme. Et pour moi, quelqu'un qui fait du journalisme, c'est quelqu'un qui va être un contre-pouvoir. Alors aujourd'hui, on parle du quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, c'est le journalisme. Mais pourquoi ce ne serait pas le premier, le deuxième ou le troisième pouvoir? C'est quelque chose qui est très important. Donc c'est aussi quelque chose que le citoyen doit se réapproprier et dire, mais en fait, on attend quoi d'un journalisme ou du journalisme? Et puis une fois qu'on comprend qu'on est un contre-pouvoir, eh bien ça fait qu'on devient en même temps un pouvoir. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des contrôles de ce pouvoir du journalisme, même s'il était mieux amené qu'aujourd'hui, en trouvant des moyens pour contrôler les journalistes. Par exemple, comment je fais ça, moi, avec mon petit média
tout humble, c'est que toutes les vidéos qu'on fait, on les poste sur Captain Fact. Parce qu'on reconnaît qu'a priori, quand on parle 3 heures, on peut dire des conneries. Parce que c'est évident, on dit des conneries. Parce qu'on n'a pas l'étendue du savoir universel. Donc on va les mettre, et puis après le public doit se réapproprier les propos et à venir les nuancer là où c'est pas assez profond, là où c'est pas assez fin. Pourquoi j'ai fait ça ? En fait, c'est par mon expérience. Je dis pas parce que je suis très content de dire les journalistes sont médiocres. Non, c'est parce que je l'ai expérimenté. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me semblait malsain ou pas assez nuancé, ou par exemple qu'il y avait des choix de sujets qui me semblaient être cachés la montagne, particulièrement avec Julian Assange. Je pense que ce sacré bonhomme, ce héros m'a beaucoup ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et c'est aussi inspiré par lui que je me suis dit, tiens, pourquoi pas que le public puisse réagir, se réapproprier l'information, ça me semble être la minima pour appeler quelque chose journalistique. Et je disais, l'exemple tout à l'heure, c'est que moi, quand j'ai voulu prendre contact avec différents journalistes, ça s'est toujours fini de la même manière. Et on me disait oui, mais par exemple, j'essayais d'expliquer des choses. Moi, encore une fois, je suis un curieux ignorant. Donc peut-être des choses qui étaient fausses. Et par exemple, mon écriture n'est pas parfaite. Donc voilà, la réplique c'était, on m'attaquait sur l'orthographe que j'avais dans mes courriers, par exemple, ce qui n'était pas le fond. Ou que c'est bon, ils avaient d'autres choses à faire, voire que la plupart du temps, ils ne me répondaient pas. Après, la RTS, elle prétend être ouverte aux réflexions extérieures, au public. Alors, ils ont un site, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais une page sur Facebook. Ouais, et puis donc j'ai essayé plusieurs fois de mettre plusieurs choses. Alors c'est très trié. Une fois ça passe, on ne sait pas pourquoi. Et puis 3 fois sur 4, et ben en fait le propos, le commentaire qu'on a fait ou la question qu'on a posée, elle est tout simplement pas visualisée ou pas mis en ligne. Du coup, quand je dis qu'il faut avoir un contrôle du citoyen sur l'information qui est donnée, c'est pas juste une déclaration d'intention. C'est trouver les moyens, et peut-être qu'ils n'existent pas encore, ils sont à créer, mais il y a certains moyens, pour réellement que celui qui reçoit l'information puisse réagir, se l'approprier, et ensuite continuer le débat. Parce que l'information, c'est le premier pas, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, j'ai l'impression que la rétention d'informations, c'est là où il y a le pouvoir, pas tellement dans le donner de l'information. Donc, donnons un maximum d'informations, créons les outils pour qu'ensuite les citoyens et citoyennes se l'approprient et puis puissent en faire quelque chose. Et c'est pour ça que vraiment de remettre l'église au milieu du village, ça serait de reconnaître que les médias existent comme contre-pouvoir. Mais une fois qu'on a compris cela, qu'il faut s'en protéger parce qu'en même temps, ils sont un pouvoir. Voilà un petit peu la réflexion de pourquoi, de nouveau, il s'agit de faire confiance aux gens et de se rapproprier politiquement, c'est-à-dire citoyennement, ça, mais en comprenant que du vrai journalisme, c'est celui qui va aller disrupter, qui va aller vraiment regarder, mettre la loupe sur les centres de pouvoir parce qu'ils sont en train de comploter, bien sûr. Ce n'est pas une question de complotisme à part... on entend beaucoup de complotisme, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les journalistes, ils font de l'anti-complotisme, alors que le journaliste devrait être du complotisme, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans les centres de pouvoir, qu'on ne voit pas. Et par essence, ce qui se passe dans les centres de pouvoir qu'on ne voit pas, c'est une forme de complot. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des méchants qui veulent faire du mal aux autres, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui ont des intérêts. Le journaliste, c'est d'aller voir ces intérêts, de les mettre devant les yeux de chacun pour ensuite qu'on puisse réagir citoyennement et humainement. Merci. Réaction d'Olivier, et ensuite je reviendrai à vous. Non, juste pour réagir très brièvement, je ne voudrais pas qu'on fasse comme si aujourd'hui le journalisme en lui-même n'était pas un contre-pouvoir. Je veux dire que le journalisme, depuis des décennies, ait pour fonction de révéler des choses cachées, des choses qui n'ont pas vocation à être révélées, et que le journaliste qui le font en paye le prix,
Ça veut dire que ça fait des décennies que ça existe et ça continue. Donc quand j'entends l'institution médiatique doit disparaître, etc., moi je veux bien, en attendant, il y a quand même des journalistes professionnels qui prennent des risques, qui engagent leurs responsabilités, publiquement. Moi, tout ce que j'écris, je suis comptable de ce que j'écris. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va en discuter devant un tribunal rend un jugement. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai jamais été condamné. Voilà. Toutes les semaines, j'exagère un peu, tous les mois, il y a des journalistes en France qui sont convoqués par les services de renseignement pour s'expliquer sur qui leur a transmis telle information, quelle est leur source, pourquoi ils publient ça. Et les coups de pression peuvent être très insidieux, très insidieux. Là, le dernier exemple en date, je tiens une comptabilité assez désespérante de ce type de choses, c'est-à-dire les convocations par la DGSI, c'est-à-dire le renseignement intérieur en France de journalistes depuis maintenant, on va dire une dizaine d'années, avec une accélération très nette depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Dernier exemple en date, une journaliste de TV5 Monde qui a été convoquée à la DGSI par le parquet national antiterroriste parce qu'on l'a suspecté de faire de la rétention d'informations au sujet d'un journaliste, Olivier Dubois, qui travaillait pour Libération, avait été enlevé, gardé otage au Mali. Ses parents, le domicile de ses parents a été perquisitionné parce qu'on essayait de savoir les informations qu'elle essayait peut-être de camoufler. Aujourd'hui, l'histoire, on commence à le comprendre, c'est que les services de renseignement étaient tout à fait au courant qu'Olivier Dubois devait rencontrer un chef djihadiste et qu'il a été kidnappé à cette occasion-là, les services de renseignement étant pas capables de l'avertir à temps ou d'empêcher que cela arrive et le laissant aller au-devant du danger sans jamais intervenir. Et derrière, par contre, en faisant la chasse à ces sources-là. Donc j'entends tous ces commentaires et je pense que le doute est une excellente chose. Moi, le terme de complotisme en soi, aujourd'hui, il a une charge politique très forte, mais je l'évacue pas d'un revers de la main. Effectivement, l'exercice du pouvoir est un complot. Julian Assange, d'ailleurs, l'a conceptualisé comme tel. Il a des écrits très intéressants, il y a maintenant assez longtemps, sur le sujet. Mais prétendre que le journalisme n'existe plus, que le journalisme n'est pas un contre-pouvoir et qu'il faudrait le remplacer par je ne sais pas trop quoi, je trouve ça quand même assez dangereux. Donc voilà, je voulais juste le pondérer. Peut-être que c'est aussi un réflexe un peu corporatiste de journaliste professionnel, mais ça méritait d'être dit. Je pense que c'est de toute façon toujours bien de poser de la pondération et de faire la distinction entre peut-être aussi ce qu'on voit tourner en boucle sur des chaînes d'information en continu, selon les personnes qui sont sur le plateau, à quel moment. Enfin voilà, quand on prend BFM TV, c'est pas toujours la même qualité selon l'heure à laquelle on est, selon les personnes autour de la table. On sent bien dans vos propos qu'il y a des modulations, mais qu'il y a une question qu'il y a une remise en question à amener sur une certaine façon de faire ce métier et qu'il y a différentes pratiques. Je me tourne à ma gauche. Il y a une chose qui a été dite, c'est qu'en fait, on passe dans un environnement où l'information, elle est là, finalement. On sent bien que les médias de large audience et les petits médias arrivent à faire passer certaines informations absolument essentielles, comme ce qui tourne autour de Julian Assange. J'ai l'impression que même si on ne le rappelle pas assez souvent sur Julian Assange, mais que la population sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de nos démocraties, quelque chose qui est pourri, rouillé à ce niveau-là, mais qu'après, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que citoyen? Et je me tourne vers vous parce que j'ai l'impression, enfin, dites-moi si je me trompe, mais justement qu'on est dans cette ère où l'info est là, on peut s'en saisir, mais il y a quelque chose qui bloque, il manque une étape. Est-ce qu'on est condamné à avoir une toute petite portion de personnes très informées sur les choses et puis une grande masse de personnes qui n'y peuvent rien? Comment vous percevez ça et est-ce que vous sentez cet isolement ou au contraire, est-ce que vous sentez, quand on est dans un public comme ici aujourd'hui, que quand même, globalement, il y a un degré d'information qui passe quand même auprès de la population? Comment vous ressentez ça? I think I got the question. So you're basically saying there's all this information about Julian, but do we feel isolated because not enough's happening? Yes and no. I was watching the story of the thalidomide case, and the journalist at the Sunday Times who broke that story, whose name I can never remember, but it's Harry someone, said that he had to write an article every week
for a year about that with cases before governments and institutions and doctors paid attention. So when there are these very big cases or big situations which have massive ramifications, so in Julian's case, the ramification is, as Juan said, it's huge. It's for all of us. Julian is the poster boy for what will happen. But it basically means that if you publish the truth, which is factually backed up, you are basically could very easily be sent to a prison for the rest of your life. And if the United States can do that to an Australian working out of the United Kingdom, there's nothing to stop China doing it to a Swiss journalist working in Germany. You know, that the scene is set, which then results in a deterioration of journalism, because the reason they're going after Julian so forcefully is to send a message which is, if you do this sort of thing, this is what will happen to you. So going back to, do you feel isolated? No, it takes a long time. It takes a long time for these sorts of things to bubble up, and it is, especially in the last few years. We have cross-parliamentary groups of members of parliaments from, I think, 18 countries with more than 100 members. It's those people in their countries realize that it's not just an American, United Kingdom thing. They understand it's global. And that's a campaign, essentially, is things will change when it becomes too big for it to be ignored. Do you want to add anything? My mind is blank. You know. I mean, maybe I should add, it's outrageous that is the situation that we're in. That is outrageous. And also to go, you look at what he's published. He's published evidence of war crimes. We know the people who committed the war crimes, and they are not being prosecuted. And why? So it's outrageous that we're in a position like that. And yeah. Et donc, face à cette mer d'informations quand même inquiétantes, face aux moyens financiers illimités et aux moyens politiques illimités, donc il y a les journalistes. Ça paraît, enfin voilà, on parlait d'asymétrie du pouvoir tout à l'heure. Ça fait beaucoup de poids quand même. Comment est-ce qu'on se sent aussi quand on est à la maison, devant son smartphone, derrière sa télé? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un désengagement démocratique qui risque de découler quand même de ces questions si immenses? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il manque quand même un petit quelque chose pour réarmer les personnes? Est-ce que ces plateformes, par exemple, permettent tout de même de redonner de l'autonomie à chacune et chacun devant l'information? Je m'explique, je ne sais pas dans la salle s'il y a des personnes parmi vous qui ont été sur Wikileaks et qui ont été cherchées dans les câbles diplomatiques, par exemple, qui ont lancé des recherches. Donc il y a une personne qui l'a fait et qui demande la parole, donc on vous donnera la parole juste après. Mais ce que peut-être juste avant, je me disais, est-ce que des plateformes comme Wikileaks ou d'autres, peut-être approchantes, sont pas quand même aussi un moyen de dire aux personnes, bah, c'est sûr, il y a des informations globalement extrêmement inquiétantes, mais vous, en tant que citoyen, vous avez au moins ce pouvoir-là de vous faire votre opinion, de vous former votre esprit critique en allant directement à la source et en bypassant un petit peu peut-être certains médias, ou en passant à la source de l'information pour revenir de manière plus avertie aux médias plus larges. Est-ce que vous ressentez ces boucles? Avec les difficultés que ça présente, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas de Wikileaks, quand même, l'accès même au site, à la base de données ou aux bases de données au pluriel, a toujours été un enjeu politique majeur, et on a vu des tentatives répétées de tout un tas de gouvernements, à commencer par le gouvernement américain, pour empêcher l'accès à ces informations, avec cette idée, et d'ailleurs le complot, on peut difficilement appeler ça autrement pour le coup, ourdi par la CIA pour songer à éliminer Julian Assange
en se demandant est-ce que finalement au passage on ne ferait pas la même chose avec Laura Poitras ou avec d'autres gens. À un moment, c'est aussi mettre dans la position du receleur potentiellement attaquable en justice tout un chacun qui aurait la curiosité d'aller vers ces informations. Donc il y a aujourd'hui une vraie pression avec des phénomènes en plus de rétention totale de l'information. Et on voit, suivant les pays, des procédures d'accès aux documents administratifs qui sont là aussi plus ou moins efficaces. Moi, je parle beaucoup de l'exemple français, parce que bon, évidemment c'est le pays où je vis et le pays où je travaille. En France, on a quand même très régulièrement des informations qui doivent être des informations publiques, où d'ailleurs on fait des demandes auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs, donc l'équivalent d'un Freedom of Information Act dans les pays anglo-saxons. L'administration répond favorablement, et le ministère qui a les données vous dit vous n'êtes pas content, allez au tribunal administratif, ce qui coûte du temps, de l'argent, etc. Et donc, c'est là aussi où les journalistes servent à quelque chose, parce que le citoyen lambda, il n'a pas toujours le temps, les moyens d'aller solliciter ces juridictions. Donc, nous, c'est aussi notre rôle de faire un peu ce sale boulot pour aller récupérer ces informations. Mais on voit qu'aujourd'hui, dans cette asymétrie de pouvoir, qui du coup, une asymétrie de savoir, il y a une accumulation vertigineuse d'informations d'un côté, et une volonté répétée de couper l'accès à cette information de l'autre. Voilà. Une fois qu'on a posé ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir encore une fois un peu ? Mathias, est-ce qu'une réaction et je passe à... Oui. Bon, sur ces questions de plateforme, c'est clair, voilà, on sait avec Internet et tout ça que maintenant on laisse des traces pour tout. C'est vrai que c'est inquiétant, disons voilà, que si on va juste consommer l'information et qu'on se fait... Il n'y a plus vraiment de possibilité d'être anonyme, en fait, c'est très compliqué. Ça c'est d'une part, oui, inquiétant. Mais je voudrais juste revenir sur cette question d'atomisation dont on parlait avant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, voilà, quand on parle de service public, avant tout, c'est la notion de bien commun, quelque part. Et il me semble que dans ce monde qui devient de plus en plus cryptique, avec tellement d'informations, de choses, il faut vérifier, avec des data analystes, aller sur le terrain aussi, on devrait plutôt mettre plus de moyens pour avoir des équipes fortes qui puissent contrôler cette information et à qui on puisse faire confiance. Donc qui fonctionnent de manière transparente et qu'on puisse avoir cette information-là, que ce soit publié, quoi. Et puis aussi, oui, alors moi je suis un grand défenseur, mais alors technologiquement, de l'open source, en fait, du logiciel libre, de la circulation de l'information, enfin ces choses-là, je pense que oui, il faut pouvoir ouvrir le maximum. Mais actuellement, voilà, c'est très difficile. Comme on l'a vu, toutes ces plateformes, elles ne sont pas transparentes de leur manière de travailler. Ces plateformes détenues par des grands groupes, c'est extrêmement compliqué. Mais donc justement, je pense qu'on a plus besoin que jamais d'avoir une sorte de bien commun, en fait, ouvert, pour faire le contrepoids. Voilà. Mais c'est ma vision d'ingénieur. Encore une fois, moi, je ne suis pas journaliste, mais dans ce débat, je me sens un peu... C'est un peu compliqué, mais c'est vrai, voilà, la technologie nous offre plein de choses et chaque fois aussi amène son lot de complexité avec l'intelligence artificielle actuellement, ça pose d'énormes défis, c'est clair. La technique entre dans ce débat précisément, donc je pense que c'est essentiel comme voix à apporter. Nous avons une question à ma droite. Par ailleurs, si vous avez des questions ou des réactions, faites-moi signe. Je vois une main qui se lève. Alors j'ai surtout déjà un commentaire, ou du moins un certain nombre. Je trouve intéressant justement que la plateforme Swissbox se présente pas comme une plateforme média, donc on est plutôt dans une conversation et plutôt dans le talk show que dans un contenu médiatique ou journalistique. Et justement, il faut bien faire cette distinction. Il n'y a pas des médias mainstream, il y a des médias et des journalistes. Il y a une pluralité de médias et il y a une pluralité de journalistes. Certains font bien leur métier, d'autres pas vraiment. Après, moi, dans ma position, je connais quand même cet environnement depuis un moment. Ça fait à peu près 13 ans ou 15 ans, je ne sais plus, que je suis membre de Reporters sans frontières. Je suis intervenu dans différents pays pour donner des ateliers de formation à des gens qui avaient besoin de mieux sécuriser leurs informations, que ce soit des journalistes ou qui n'aient pas de carte, que ce soit simplement des gens qui produisaient du contenu journalistique. Donc, j'ai aussi eu contact avec énormément de journalistes et on ne peut pas faire d'amalgame. C'est-à-dire, on ne peut pas juste réduire les journalistes à une chose, ni les médias à une autre. Vous prenez par exemple une initiative comme Forbidden Story. Vous la connaissez sûrement, j'imagine, ou pas. Eh ben, Forbidden Story, c'est des dizaines, voire plus de 100 journalistes qui travaillent pour
assurer la continuité du travail de journalistes qui ont perdu la vie, donc perdu la vie, qui sont morts suite en faisant leur travail. Et c'est de dire qu'on va assurer cette continuité pour que justement les gens qui ont ordonné ces exécutions comprennent qu'il y aura d'autres personnes pour prendre le relais. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut être conscient que des journalistes meurent pour nous amener de l'information. Et ce n'est pas du complot, ce n'est pas n'importe quoi. J'entends maintenant sur Wikileaks, alors il y a bien sûr, je crois qu'on est tous d'accord que le traitement que Julian Assange subit est inadmissible. Qu'il est traité, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Et l'envoyer aux États-Unis, l'extrader, c'est une manière de quelque part le pousser à mettre fin à ses jours et autres. Maintenant, Wikileaks, c'est plus que Julian Assange. C'est la continuité de Cryptome, quelque part, qui est un site de leaks qui était là depuis très longtemps aussi. Et puis, Wikileaks, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'en premier, c'était une plateforme de diffusion. Moi, je me souviens quand j'ai assisté au workshop au Chaos Computer Club, il y a très longtemps en arrière, de présentation par Julian de Wikileaks. Après, c'était compliqué. Il y a eu le premier problème qu'a connu Wikileaks, c'était d'assurer la sécurité des lanceurs d'alerte. C'était vraiment sa première préoccupation, et d'avoir une plateforme suffisamment sécurisée pour pouvoir le faire. Après, il y a eu des dissensions internes, ce qui fait que, bref, il y a des gens qui sont partis avec du code, avec des documents, avec tout un ensemble de choses. Et Wikileaks a connu un ou deux problèmes de diffusion aussi de noms dans les leaks, mais il a essayé constamment de s'améliorer. Donc il y a eu un travail de continuité, et Wikileaks a travaillé avec des journalistes, avec beaucoup de journalistes, sur certains leaks pour pouvoir expurger ces leaks des noms, pour pouvoir les mettre à disposition du public. Donc c'est tout un travail, et c'est un travail qui est fait en commun entre des journalistes, entre des gens qui sont plutôt dans le domaine technique, qui vont assurer ce côté de sécurité qui est aujourd'hui indispensable, et des gens qui sont des, je ne veux pas dire idéalistes dans le sens péjoratif, hein, mais des gens qui ont eu une idée, il y a un moment, comme Julian Assange en a eu une idée, et de dire qu'il a aussi eu ce mérite de pouvoir la concrétiser, la faire avancer, malgré un certain nombre de barrières qui lui ont été mises. Donc, faisons attention de ne pas mettre tout dans un même panier. L'information, elle est complexe. Je fais aussi de l'éducation aux médias, mais l'information, elle est complexe. Elle n'est pas facile à traiter. Tout le monde n'est pas capable de la traiter. Tout le monde n'a pas forcément les bons réflexes pour travailler sur une information, l'évaluer, avoir une distance critique par rapport à cette information. Voilà, je m'arrête là. J'entends encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais simplement m'arrêter là. Merci beaucoup pour cet apport. Alors, donc des réactions, et ensuite on prendra les questions. Alors, très brièvement, donc les mots qui sont sortis de ma bouche, c'est l'institution journalistique ou des médias doit mourir, selon moi. À aucun moment j'ai dit qu'il n'y avait pas des journalistes dignes de ce nom qui prenaient les risques et qui faisaient le travail que j'estime qu'il faut faire. C'est pas paradoxal. Donc c'est vraiment important de comprendre que les personnes que vous nommez, ou Julian Assange, c'est un peu des exceptions. Hein. C'est des exceptions, malheureusement, dans un système. Par exemple, c'est très simple à comprendre, hein, mais quand je parle de l'institution, c'est par exemple la presse suisse. Elle est dans les mains de 80% de la presse suisse, des titres de la presse suisse, et dans les mains de 3 propriétaires. C'est ça que je dis quand je parle d'institution. C'est-à-dire que c'est la structure qui régit et qui réglemente le travail des journalistes. Chez Nestlé, il y a des très bons collaborateurs. À la CIA, il y a des gens très honnêtes aussi. Ce n'est pas ça que je remets en question. C'est le problème, et ça, en fait, ça me semblerait assez simple. Hein. Lisez La manufacture du consentement, Noam Chomsky, et puis vous aurez compris l'institution médiatique. C'est simplement ça que je dis. Bon. On entend le besoin de nuances. Est-ce que, avant de passer la parole à Joseph, est-ce que Olivier, vous souhaitiez... Sur cette définition de l'institution médiatique, dans ce cas-là, faisons des lois radicales contre la concentration des médias. Je suis le premier à être favorable à ça. Mais c'est autre chose. Dans ce cas-là, appelons un chat un chat. Parce qu'effectivement, dans ce côté, l'institution médiatique, ça entretient une terminologie un peu populiste avec laquelle je ne suis pas toujours très à l'aise, et notamment parce que c'est une terminologie qui, bien souvent, ne fait
qu'accroître la violence qui peut se manifester contre les journalistes. Et là, pour le coup, elle se manifeste de façon aveugle, que ce soit contre ceux qui font bien leur boulot ou ceux qui le font mal. Et évidemment, il y a des gens qui font mal leur boulot. Il n'y a pas que des bons journalistes. Il ne s'agit pas de dire ça. I do worry about this idea of let's call things by their names. Who decides who a journalist is and who decides what a journalist is? A lot of Julian's prosecution has been, they have tried to use the idea that he is not a journalist in spite of having a press card from his union years before he even published stuff on WikiLeaks. In order to sort of, certain groups, in the past more, have tried to use that as a way of not supporting them. Of course, in more recent cases of other journalists, quote journalists, they've kind of got themselves caught up because they're like, shit, we tried not to call him one based on these things, and now we're in the same position with this one. But so it's, you know, who decides it? Et à titre personnel, je peux peut-être compléter une chose, c'est que donc, je suis membre d'investigative.ch, qui est une association de journalistes d'investigation en Suisse. Et cette question se pose régulièrement. Qui sont nos membres? Parce que nous avons parfois des demandes d'adhésion de personnes qui travaillent par exemple pour des ONG, qui font un grand travail pour révéler des affaires au public, qui sont d'importance essentielle, mais qui ne sont pas journalistes, puisque précisément ce sont des personnes qui travaillent pour une ONG dans un but de communication pour l'ONG. Et il y a peut-être, oui, journaliste ou pas journaliste, et faire un travail journalistique, qui sont peut-être aussi deux choses. En tout cas, j'ai l'impression que ça nous permet parfois de nous en sortir, de dire tu n'as peut-être pas ta carte de presse en tant que journaliste, mais le travail qui est réalisé est un travail journalistique d'importance pour révéler la vérité. Et j'ai l'impression que c'est peut-être là-dessus parfois qu'on peut s'en sortir. Peut-être juste pour compléter rapidement là-dessus, et pour compléter ce que disait Joseph, aujourd'hui, pour un certain nombre de gouvernements, l'enjeu qui consiste à dire que certaines personnes ne sont pas des journalistes, c'est que c'est du coup les privés d'un statut qui, bien souvent, au regard de la loi, est un statut protégé. Alors, qui n'est pas une garantie à 100%. Hein, c'est-à-dire que, mais par exemple, en France, vous n'avez pas le droit d'écouter un journaliste, de la même façon que vous n'avez pas le droit d'écouter un avocat. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a plein d'exceptions et les convocations de journalistes devant la DGSI que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas des délits de presse. Donc c'est là aussi où on voit le contournement. Hein. C'est-à-dire que dès que quelque chose n'est plus un délit de presse, on entre tout de suite dans autre chose. Mais cette volonté de diaboliser quelqu'un ou de le délégitimer en le privant de cette étiquette-là, c'est pas seulement un argument rhétorique, c'est aussi derrière, évidemment, plein d'implications légales et juridiques qui vont pouvoir justifier sa condamnation, même si, encore une fois, on est nombreux à dire maintenant depuis de très longs mois, voire de très longues années, c'est que si Julian Assange est condamné demain, les premiers qui devront se faire du souci, c'est les journalistes, sur lesquels il n'y a pas de débat pour savoir est-ce qu'ils le sont ou pas. J'avais d'autres questions, mais du coup, je rebondis là-dessus, sur aussi la notion de lanceur d'alerte, qui est peut-être différente dans sa conception française, ou whistleblower, c'est pas pareil que lanceur d'alerte, j'ai l'impression, dans la culture peut-être francophone. Mais il y a aussi un problème avec le terme lanceur d'alerte. Pourquoi un lanceur d'alerte ne serait pas... Un citoyen a le droit d'informer en soi, c'est un droit humain. En casant les personnes dans le lanceur d'alerte, même Julian Assange y tombe alors qu'il ne l'est pas, c'est un journaliste, ça n'est pas un lanceur d'alerte. Bradley Manning est un lanceur d'alerte pour le cas de Collateral Murder, mais pas Julian Assange. Enfin, je me suis rendu compte, en cherchant là-dessus, que c'est un terme qui a aussi un problème, et que c'est de nouveau un problème parce que les lois sont différentes dans chaque État, parce que les leaks concernent souvent plusieurs États ou pas le même État depuis lequel l'alerte est lancée, ou l'état dans lequel vit la personne. Enfin, on peut aller loin comme ça. Mais tout ça nous ramène aussi, de nouveau, tout comme pour le terme de journaliste, mais ou tout comme pour l'information qui peut être fausse. Comment on a un problème peut-être aujourd'hui donc comment ces termes sont saisis, ou finalement, pourquoi on a créé la notion de lanceur d'alerte, si c'est pour ne pas vraiment défendre ces gens-là. À Genève même, le droit qui défend les lanceurs d'alerte a un problème.
C'est qu'on dit qu'on défend les lanceurs, enfin la Constitution dit on défend les lanceurs d'alerte si ils donnent une information licite. Le terme licite vient complètement casser en fait le fait qu'on va effectivement défendre quelqu'un. On vient laisser la place à la protection de l'information privée. C'était le cas avec Stéphanie Gibault pour tout ce qu'elle a lancé sur UBS. C'était le cas pour plein de gens. Donc voilà, je voulais juste. Enfin, c'est pas vraiment une question, hein, mais du coup, je rebondis. Non, il y a un vrai débat qui dure maintenant depuis de nombreuses années et notamment les protections juridiques qu'on apporte aux lanceurs d'alerte. Quoi qu'on mette d'ailleurs derrière ce terme-là, moi j'en ai croisé évidemment beaucoup ces dernières années. Il y a un domaine dans lequel on ne tolère pas l'existence de lanceurs d'alerte, c'est tout ce qui touche à ce territoire qui ne cesse de croître de la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les lois sur les lanceurs d'alerte sont protégés dans tout un tas de secteurs. Dès lors que vous travaillez dans un service de renseignement ou chez un sous-traitant du renseignement, et encore une fois, c'est un univers extrêmement large. Aux États-Unis, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont des accréditations secret défense. Donc ça veut dire des centaines de milliers de personnes qui sont récipiendaires d'un secret et qui n'ont pas le droit, quelles que soient les circonstances, de révéler ce secret, que ce soit en le faisant par l'échelon hiérarchique, a fortiori si c'est en le faisant auprès de la presse. Et c'est l'histoire, alors évidemment c'est l'histoire de Julian Assange, c'est l'histoire de Snowden, c'est l'histoire de tout un tas d'autres lanceurs d'alerte ces dernières années. Je pense à quelqu'un comme William Binney par exemple, je pense à quelqu'un comme Thomas Drake, qui sont des gens qui ont travaillé notamment pour la NSA et qui à un moment ont voulu lancer l'alerte, qui se sont retrouvés pestiférés, radioactifs du jour au lendemain et ne pouvant pas bénéficier des protections juridiques qu'on accorde normalement aux lanceurs d'alerte. C'est pour ça que je reviens à cette histoire de l'exception que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on a des zones comme ça entières dans lesquelles on ne tolère pas que la parole circule et on ne tolère pas que les gens qui font circuler cette parole, qui révèlent ces informations, puissent être protégés en le faisant. Je rebondis juste une seconde, mais ça revient à ce que je voulais dire avant et à ce que vous avez dit souvent, c'est comment on peut, enfin, on a parlé de la vulnérabilité des journalistes ou des médias en général, mais justement, ces médias qui sont rachetés par des grands groupes ou un État qui semble impuissant, ou en tout cas pas forcément avoir la volonté, mais qui est impuissant. Est-ce que, enfin voilà, ma question c'est comment les citoyens peuvent eux-mêmes se sentir pas dépassés aussi par tout l'océan d'informations et comment on peut espérer justement arriver à quelque chose de plus démocratique aujourd'hui, vu qu'apparemment les États, on voit le cas d'Assange, hein, où quand même le Royaume-Uni est complètement impliqué, la Suède même a été impliquée, les États-Unis évidemment, et tous les pays qui se taisent, et l'Australie même, qui se réveille un peu mais qui se tait. Mais plus globalement, comment on peut... quel est le combat? Qu'est-ce qu'il faut combattre? Et est-ce que c'est peut-être même une signification de la fin, moi je dirais, des États comme ils sont aujourd'hui, si on veut quelque chose qui est du bien commun. Et je finis tout de suite, mais c'est parce que ça vu qu'on est un festival d'art et de technologie, il y a aussi la question des technologies qui ont été nommées, mais je crois qu'il y a un dépassement qui n'est pas que de l'information, mais qui est aussi ces technologies. C'est là que Mathias, c'est très intéressant ton regard en fait. C'est qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne tout ça, on ne comprend pas comment le contrôler, le maîtriser. Et il y a un sentiment d'impuissance aussi, je pense, qui vient de là et qui est très important. Voilà. Alors, Joseph? I just want to add respond to you partly. There are whistleblower protection laws, but if we look at all the national security sources, they've all served time, or they're all, so, you know, does the law work? If it exists, it certainly doesn't work. You've got Chelsea Manning, Bill Binney, Sterling, it carries on and on and on. But that was exactly why Julian created WikiLeaks, because he thought, right, if you have proper encryption, you can transfer this information. And because the encryption, the technology was sound, it is what resulted in Manning giving that stuff over, because the quality of leaks was higher because they felt less risk. Of course, Manning
Manning was exposed, but not through the encryption process, through other reasons, and not because of WikiLeaks. But that's where technology was really beautiful. Protection des sources. Juste en une phrase, j'aime beaucoup cette idée de dire que Julian Assange, c'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste. Et moi, ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi toute la profession journalistique ne s'est pas levée d'un bond et n'a pas mis en priorité totale toutes leurs actions jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Et ça m'a toujours bouleversé de voir un manque de solidarité, en fait, par rapport à ce qui, finalement, était le modèle de ce qu'on pourrait avoir. Par exemple, si on est sportif, on a une inspiration, c'est peut-être le champion de je sais pas quoi. Ben là, dans la branche journalistique, moi, je me disais, c'est un modèle pour tous ceux qui prétendent faire du journalisme. Puis j'ai un peu aussi compris que, d'une certaine manière, ce qu'a fait Julian Assange avec ses idées avant-gardistes et visionnaires, c'est qu'il a commencé à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à réinventer les médias ou l'institution journalistique à travers d'autres façons. Et je pense qu'il y a beaucoup de la jalousie aussi là derrière, parce qu'un seul homme a réussi à amener tellement d'informations et tellement de compréhension de certaines logiques, une certaine logique, notamment des mensonges de l'industrie militaire américaine, que certains ont eu un peu peur. Et on le voit, les deux journalistes à ma droite, et vous avez réagi tout à l'heure, qui a travaillé pour Reporters sans frontières, c'est ce que vous avez dit? Voilà, alors journaliste, comme on l'a dit, eh ben, je peux comprendre que ça fait peur. Quelqu'un qui arrive et qui révolutionne d'une certaine manière complètement le métier, qui pourrait potentiellement rendre obsolète la façon dont les gens travaillent, et ben forcément, je peux comprendre que ça lève des boucliers. Mais alors c'est là où ça lève un peu les nuages sur l'intention réelle des journalistes et qui veulent bien faire leur travail et qui finalement sont là peut-être pour d'autres raisons, tout à fait humaines. Je ne jette pas l'opprobre, mais je dis voilà. Et je pense que Julian Assange a réussi à mettre quand même énormément de clarté sur ceux qui voient le journalisme comme étant un vecteur pour armer le peuple ou les gens contre effectivement les pouvoirs qui voudraient s'en servir de manière lugubre et dommageable. Voilà. Est-ce que, après, on aura encore une question du public, mais Can I just oui, say bien one sûr. thing? When you say, why didn't these journalists stand up for Julian? I think we also have to remember that we published with over 110 media organizations. And so potentially the journalists were terrified that the same thing would happen to them. WikiLeaks published the same things at the same times as The Guardian, the New York Times, and hundreds of these organizations. But at the end of the day, the important thing is that they have come out in favor of him now. It might have taken them a long time, but they got there. Et je pense que c'est le lieu pour saluer quand même les personnes qui, au sein de leurs médias, arrivent à pousser, à faire sortir ça, parce que c'est clair qu'il y a au sein de chaque rédaction des courants qui les traversent et qu'on en a conscience ici autour de la table. Also, just on top of that, the other thing is none of them ever thought he would be prosecuted by the United States. It's the first time they've actually gone after a publisher using this law. It's unprecedented. I don't want to defend them too much. Nous avons une question ou une remarque du public. Nous vous écoutons. Je ne sais pas si je suis le public. J'aurais un élément de réponse à la question sur pourquoi tous les journalistes ne se sont... je pourrais dire pourquoi moi, qui suis un journaliste médiocre et vendu, je ne me suis pas levé et je ne suis pas prêt à me lever. Mais ce n'est pas pour ça que j'avais demandé le micro, donc je vais m'en tenir à ce que j'avais l'intention de dire avant que vous posiez cette question. D'abord, j'aimerais remercier le panel, et je le dis très sincèrement. Il y a certaines personnes dans la salle qui savent que je suis un vieux réac et que j'étais venu essentiellement pour me délecter en voyant ce que je m'attendais à être 6 héros de pacotille, d'accord entre eux et d'accord avec eux-mêmes et sûrs qu'ils étaient les seuls à représenter la vraie information, etc. Et à ma stupéfaction, je vois des gens qui sont, certes, qui ont une sensibilité
de gauche ou rebelles, je ne sais pas comment vous les appelez, mais qui sont des gens ouverts, honnêtes, qui savent prendre du recul, qui ont posé des questions essentielles sur le corporatisme, sur la formation, sur l'équilibre des pouvoirs. Et je dirais que si c'était plus fréquent dans les milieux militants, je ne serais pas devenu un vieux réac. Mais enfin, fossilisé comme je suis, c'est trop tard. Donc je vous rends cet hommage et j'aimerais vous dire que c'est très important qu'il y ait des militants qui aient encore cette honnêteté que personnellement je rencontre, ou j'ai l'impression de rencontrer rarement. La seconde chose que je voulais dire, c'est qui a été le plus grand fake newser ou les deux plus grands il y a 100 ans? Vous connaissez la réponse, c'est Pulitzer. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on n'a pas besoin, j'ai pas eu besoin d'être un grand journaliste d'enquête pour le découvrir. Il l'avoue tout à fait ouvertement sur le site officiel de la Fondation Pulitzer. Alors, pourquoi il a été fake newser et pourquoi ensuite il a essayé de racheter son âme, ça mériterait un débat en soi. D'ailleurs, j'ai vu une fois, je crois, sur Arte, une émission là-dessus. C'est très intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que presque aucun journaliste ne le sait. Et la dernière chose que je voulais dire, est-ce qu'un journaliste doit être complotiste? C'est drôle parce que hier, je me suis posé cette question. C'est vrai que nous sommes tous dominés, presque inhibés par le mythe de Tintin. Tintin, celui qui, sans peur, sans reproche, est prêt à combler toutes les lacunes de la justice et de la police incarnée par ces deux nigauds Dupont. Je ne suis pas sûr que ce soit que doubler la justice dans des pays démocratiques, s'entend, soit la seule, ni même la plus noble mission du journaliste. Personnellement, je pense que cette divinisation du journaliste d'enquête a causé un tort immense au métier et en tout cas causé un tort immense à la vie intellectuelle de nos sociétés. Et l'autre jour, j'entendais à la radio, comment il s'appelle, Franz-Olivier Gisbert, ça a été un grand journaliste d'enquête, grand reporter. Il disait au fond l'affaire des diamants de Bokassa-Giscard, c'était une histoire complètement bidon. Et puis, Daniel Ellsberg, les Pentagon Papers, je ne suis pas sûr que les Sud-Vietnamiens penserait qu'il était du bon côté. Et puis même Richard Nixon, au fond, il n'a fait que ce qu'on recommande, il a fait du journalisme d'enquête, il a espionné à travers le mur ce que faisaient les concurrents. Donc je veux dire, il y aurait tout un débat à faire, et quand vous dites tout journaliste doit être un complotiste, c'est vrai et c'est faux, et ça mériterait un débat et même un livre. Merci. Que je suis prêt à écrire avec vous. Merci beaucoup. Merci pour cet apport précieux et démocratique précisément du public. On arrive gentiment à la fin du temps qui nous est imparti, mais je vois qu'il y a une demande encore de réaction. Alors, juste pour préciser, pour les lanceurs d'alerte, alors en Suisse, c'est un peu différent, bien sûr, que la manière dont les choses se passent en Suisse est différente qu'en France. On a une démocratie plus ou moins directe en Suisse, et malheureusement, le peuple s'est prononcé contre un renforcement des mesures de protection. Le peuple, pas les médias ou qui que ce soit, ou je ne sais pas qui, le peuple. Et le problème, c'est comme le fait qu'on ait des grands groupes de presse, oui, on aimerait bien que ces journaux soient plus indépendants financièrement, ce qui ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas indépendants quand ils écrivent, mais les gens ne veulent pas payer l'information. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi de dire quelle est l'information que l'on veut, quelle est en tout cas la perception d'indépendance qu'on aimerait avoir de la part des médias, si on ne veut pas qu'ils adhèrent à des groupes ou autres. Par exemple, vous avez mis en avant que, je sais pas, ID News a été racheté en 2021, donc, par Le Temps. Oui, est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on a dénoté, je sais pas, un problème dans le traitement des articles? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est ressorti? C'est-à-dire, oui, c'était racheté, mais factuellement, est-ce qu'il y a eu une altération de la production de l'information, en étant bien sûr conscient que ID News ne fait pas que des choses qui sont irréprochables, comme n'importe quel média, comme n'importe qui aussi. Maintenant, concernant Assange, je reviens là-dessus, il n'était pas seul. Il a eu une idée, il s'est entouré avec des gens, il y a eu des problèmes internes qui ont fait que Wikileaks n'a pas fonctionné pendant un certain temps, n'a pas pu réceptionner des documents, n'a pas pu protéger les gens qui voulaient communiquer. Mais à la base, on a une plateforme qui était censée
pouvoir mettre à disposition des documents qui étaient fournis par des lanceurs d'alerte et non, on va dire, un média en tant que tel. C'est ça l'idée de base. Après, Assange n'est pas journaliste. Il a fait des productions qui ont un caractère journaliste. Aussi loin que je le sache, non, il n'est pas journaliste. Alors, qu'on me corrige si je me trompe, mais ça ne change rien, en fait, qu'il a fait la production à caractère journalistique, qu'il mérite d'être défendu au même titre qu'un journaliste. J'entends, ça ne change rien. Ça ne change rien à la manière dont on doit le soutenir, parce qu'il a apporté quelque chose à des médias. Il a permis à des médias de mieux communiquer avec le public sur un certain nombre de cas. Donc, cette relation-là qui est importante. C'est comprendre que ce n'est pas juste Assange, c'est Assange aussi avec des médias à un certain moment. Et puis que derrière Wikileaks, ça tourne il y a tout un ensemble de personnes qu'il ne faut pas oublier non plus. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons tranquillement au terme de cette table ronde. J'espère surtout que ces propos que nous avons eus aujourd'hui permettront aux personnes qui nous écoutent en streaming ou dans la salle d'aborder avec un petit peu plus de profondeur les nouvelles que l'on rencontre au quotidien en allumant la télé, en regardant son smartphone, en allant sur les GAFAM, chez Facebook. Et puis, donc on clôt cette discussion sur quand même une alerte sur le fait qu'on maintient une forme quand même parfois quelque peu illusoire de transparence dans nos démocraties occidentales. Et cette alerte, elle s'adresse non seulement aux journalistes, de dire attention à ce avec quoi nous sommes aux prises, attention aux informations que nous diffusons. Cette alerte, elle s'adresse aussi au public qui dit prenez ce que vous avez avec une forme de raison, osez poser des questions, remettre en question, et c'est pas une attaque de dire cela. Ça n'est pas une attaque contre les journalistes, c'est plutôt un travail sur l'esprit critique. J'entends aussi aujourd'hui la valeur du doute et de l'humilité face à notre métier de journaliste, face aux informations que nous avons. J'entends un encouragement à sortir les faits et laisser le temps à l'analyse ensuite, qui sont deux choses complémentaires, essentielles. Et peut-être que parfois on peut débattre de quelle analyse faire, mais les faits en eux-mêmes sont assez indiscutables une fois qu'on a des vidéos ou des câbles diplomatiques. Voilà. Donc c'est aussi une façon de réfléchir à ce en quoi on peut avoir confiance. Et enfin, j'entends un appel aussi à aller à la source des choses, en sachant que parfois ça peut être quelque chose à manipuler avec précaution et délicatesse quand on sait qu'on laisse des traces. Partout où on va sur le web, nous laissons nos traces. Mais quand même, en tant que citoyen et citoyenne, on peut toujours faire ce travail d'aller remonter, de se demander pourquoi une agence de presse a sorti telle information et de remonter avec la curiosité qu'on a. On a la chance d'avoir au bout de nos mains, dans nos poches, des outils qui permettent quand même d'aller chercher des choses, ce qu'on n'avait pas il y a 40 ans. Donc profitons-en. Et j'entends surtout aussi un mot pour les journalistes qui se battent au quotidien pour sortir les infos, des personnes qui parfois sont prises en otage de gouvernements ou d'organisations, qu'elles soient terroristes, par exemple, comme au Mali. Et donc, on pense aux journalistes qui se battent au quotidien. Sur ces questions-là, ça peut être des petites luttes à un petit niveau, mais qui sont en fait extrêmement importantes parce que j'entends que c'est un réseau et que petits médias, grands médias, journalistes et citoyens, il y a quelque chose à travailler ensemble. Voilà. Je remercie infiniment ce panel. Je me tourne vers vous. On a dépassé de quelques minutes, mais il y a toujours un petit temps pour un mot de la fin, si jamais vous souhaitez compléter. En tout cas, je vous remercie vraiment pour la qualité de vos analyses qui combinaient enjeux démocratiques, enjeux technologiques, enjeux de l'information dans un monde en constante mutation et qui se pose énormément de questions sur son avenir avec beaucoup de légitimité. Je remercie aussi le festival d'avoir organisé cette table ronde, d'avoir fait venir ces intervenants et de permettre un dialogue démocratique citoyen. En fait, il s'agirait que le monde extérieur ressemble un peu à cette discussion que nous avons aujourd'hui, cette dynamique. On n'est pas d'accord sur l'ensemble des choses, mais je pense qu'il y a des thématiques de fond qui nous mettent, nous, d'accord ici. Il n'y a plus qu'à convaincre quelques personnes en haut lieu et ça sera bon.
Merci beaucoup à vous. Et une pensée spéciale pour Julian Assange. On voit là derrière nous des portraits de personnes qui sont en soutien. Et je pense que le mot de la fin, vraiment, ça sera pour cette liberté-là. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci au public. Et je pense qu'il y a un petit peu de disponibilité si jamais il y a encore quelques rares questions. Mais merci à vous pour votre écoute.